Donc ne vous laissez pas faire, allez voir un avocat. Cet avocat, avec votre convocation en justice, il aura accès au dossier. Et puis il faudra travailler avec vous pour essayer de voir tous ces menus détails qui vont permettre de considérer qu'il existe un doute. Et s'il existe un doute, eh bien vous devez bénéficier d'une relaxe. Et c'est quand même le minimum au quoi on a droit lorsqu'on est innocent. Ça peut être long comme type de procédure? Non, pas forcément, parce que j'imagine que vous avez déjà une date de convocation en justice. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc sûrement une audience du matin au TGI de Versailles, hein, devant le tribunal. Oui, tout à fait, c'est ça. Exactement. Eh bien, voilà. Donc là, ça y est, il faut s'en occuper. Il faut un petit mois pour préparer un dossier comme celui-là. Il faut bien l'analyser, bien en discuter avec le client, regarder tous les éléments. Donc, prenez ça dès à présent. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et alors, à l'issue de la procédure, est-ce qu'il aurait la possibilité de se faire dédommager de ses frais de procédure? Alors, il est possible effectivement de porter plainte contre les personnes qui vous ont accusé à tort. Quand vous avez bénéficié d'une relaxe, vous pouvez porter plainte pour dénonciation calomnieuse. D'accord. Et alors, le concept d'agression en bande organisée, on peut pas du tout s'appuyer dessus? Si, mais là, semble-t-il que le parquet qui décide des poursuites, le parquet a ici soit poursuivi pour des violences réciproques, ce qui est possible, soit elle a décidé que c'était notre ami Steven qui était l'auteur des violences. Bon, donc ça veut dire que c'est l'arroseur arrosé et qu'il va se retrouver dans une situation où on ne parlera pas de violence en bande organisée, mais plutôt de victimes en bande organisée. C'est quand même assez étonnant comme concept. C'est très étonnant, vous savez, très étonnant. On voit, nous, tous les jours, des affaires qui sont pour le moins étonnantes parce que on doit dire, pour comprendre un peu les difficultés de la justice, c'est qu'on est dans du contentieux de flot. Oui. Et que malheureusement, les moyens de la justice font qu'on a ici souvent, je me permets de le dire, des réponses de la police qui ne sont pas toujours de très bonne qualité parce qu'on veut sortir les dossiers au plus vite. Faire du chiffre, traiter les affaires à toute vitesse, c'est aussi ça la conséquence. C'est qu'on n'a pas le temps de savoir très exactement ce qui s'est passé. Et ça conduit souvent beaucoup d'innocents devant les tribunaux. Parce que chaque affaire, finalement, est une chaîne. Donc, si la base de la chaîne, il y a eu une petite faille au niveau de la procédure, tout le reste va en pâtir. D'accord. Steven, vous avez déposé plainte, j'imagine, pour vos propres coûts reçus. Tout à fait, Bon, vous avez déjà pris un avocat ou pas encore? Non, pas encore. Dans les Yvelines, il y a quand même pas mal de consultations gratuites, etc. Il y aura probablement pour vous moyen, je pense, de trouver une solution pas trop coûteuse. D'après ce que j'ai compris, je vais pas lâcher l'affaire et puis voilà. Il faut quand même essayer de trouver une réponse de bonne qualité à ce type d'affaires parce que malheureusement, ça nécessite un petit peu d'expérience. Il faut aller à l'encontre du système. Alors, on a des grands aînés comme Éric Dupond-Moretti qui explique ça. Vous savez que ce soit à la cour d'assises ou que ce soit devant le tribunal correctionnel, c'est la même difficulté. C'est aller à l'encontre de la vérité judiciaire préalable, c'est-à-dire monsieur est présenté comme le mauvais dans ce dossier. Et donc il va falloir faire ce travail de déconstruction, d'explication. Et je me permets de dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut régler par des consultations gratuites, malheureusement. C'est souvent un peu plus de travail que ça qu'il faut. Bon. Ce n'est pas si simple. J'aurais essayé, Steven, c'est pas moi. Voilà, je crois que malheureusement là, il faut prendre les choses un peu plus à bras-le-corps. Oui. C'est quand même pas une chose si simple que de dire à un juge que le méchant devient le gentil. Oui, tout à fait. Écoutez, bon courage, Steven, en tout cas, mais... Merci beaucoup. Mais voilà, vous laissez pas se faire une nouvelle fois, quoi. Non, je saurai me défendre. Oui, on y arrive toujours. Bon, écoutez, bon courage, et puis tenez-nous au courant en cas de nouveaux soucis. Vous n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Steven. Alors évidemment, je rappelle que chaque cas est différent, chaque dossier est différent et les avocats que nous recevons chaque vendredi n'ont pas les dossiers ni les pièces en main. Donc tous les conseils qu'on peut vous donner sont à titre indicatif et sont des généralités. Et ne prenez pas tout pour argent comptant. Un conseil peut être bon pour un auditeur et pas forcément bon pour votre cas. Voilà, une précision importante d'apporter, je pense. Alors la question que je me posais par rapport au problème de Steven, s'il est condamné, ça sera forcément inscrit dans son casier judiciaire. Et oui, c'est pour ça que c'est quand même des choses qui ont des conséquences. Parce que malheureusement, si par la suite il est à nouveau entraîné dans une rixe de fin de soirée, eh bien ce casier judiciaire rendra la tâche, la démonstration de sa possible innocence encore plus compliquée.
Donc c'est délicat parce qu'avec les peines planchées et la récidive, ces petites affaires dans lesquelles auparavant il n'y avait pas toujours de réponse pénale et on renvoyait tous les intéressés chez eux. Bon, notre système a voulu donner une réponse juridique et l'intention est bonne, mais on n'a pas les moyens de cela. Et donc souvent c'est au juge qui a 15-30 affaires le matin, dans les audiences du matin, de se dépatouiller de ces histoires-là. Donc, si je vous dis, c'est pour ça que ça nécessite malheureusement à l'intéressé de s'occuper de sa défense, parce qu'il va falloir raconter, expliquer au juge que derrière ce dossier rapide, où il est là un peu pour condamner en réalité, parce que ça doit aller vite, et bien que là, il y a un dysfonctionnement. Et donc, on vient un peu mettre un léger grain de sable dans le système, et c'est pas toujours simple. Donc oui, il faut pas se laisser faire dans ces cas-là, il faut pas se laisser aller à un casier judiciaire parce qu'il vous suit ce casier judiciaire. Et puis il y a un certain nombre de professions qu'on ne peut plus exercer après avoir eu un casier judiciaire. Hein. Alors attention, parce qu'il y a 3 casiers judiciaires, il y a 3 volets. Alors dites-nous. Alors il y a le 1, le 2 et le 3. C'est vrai que c'est une bonne chose à mon avis à expliquer au grand public parce que très peu de gens le savent. Le casier judiciaire numéro 3, c'est celui auquel vous avez accès vous-même par Internet quand on vous demande un extrait de casier judiciaire. Sur ce casier ne figurent que les condamnations à 3 ans de prison et plus. D'accord. C'est-à-dire... Ferme. D'accord. C'est-à-dire pas grand-chose en réalité. De mon expérience, il s'agit quand même de personnes qui ont décidé de violer la loi assez frontalement. Hein. On n'est pas condamné à une telle peine. Ou de grosses erreurs judiciaires. Ou de très grosses erreurs judiciaires, mais enfin, c'est pas la majorité. Oui. Il y a beaucoup de petites erreurs judiciaires, il y en a beaucoup moins très importantes. Heureusement. Heureusement, évidemment, parce que le système fonctionne quand même bien quand il s'agit de crimes et de grosses infractions. Il y a, du tout venant, il y a des fois un peu des erreurs. Bon. Le numéro 2, c'est le casier judiciaire auquel ont accès les autorités publiques, notamment les administrations. Si vous voulez devenir préfet, policier, même chauffeur de bus ou taxi, eh bien, vous avez besoin d'avoir un casier judiciaire 2 dans lequel il n'y a aucune mention. Et puis vous avez le 1, et sur le 1 figurent absolument toutes les condamnations. Alors pardon, je reviens juste sur le 2. Alors, qu'est-ce qui doit figurer sur le 2 Alors, vous avez raison de me reprendre, parce que quelle est la différence entre le 1 et le 2 ? Eh bien, le juge va systématiquement inscrire toutes les condamnations sur le 1, mais il peut décider malgré tout qu'elles ne seront pas inscrites sur le 2. D'accord. C'est-à-dire, je suis fonctionnaire, je passe devant un juge, et ce juge ne veut pas m'empêcher de continuer à travailler, donc il dit, ok, moi je garde sur le 1 cette condamnation, mais elle ne figurera pas sur le 2, et votre employeur ne le saura pas. Mais c'est le juge qui le décide à l'occasion du procès. Dans le cas de Steven, il peut être condamné, ce que je ne lui souhaite pas, et j'espère qu'il l'évitera, mais il pourrait tout à fait être condamné et ne pas voir cette condamnation figurer sur le numéro 2. Donc au pire, ça sera sur le 1. Voilà, que sur le 1. Mais le 1, ce n'est pas rien. En quoi ça peut être handicapant, le 1, quand même ? Je vous dis, il existe encore à l'heure actuelle, même si notre excellente ministre de la Justice veut les abroger, il existe encore des peines planchées. Ouais. Et ces peines planchées conduisent normalement le juge à appliquer de plein droit des condamnations à la prison ferme. Pour violence, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans de prison ferme si jamais il y avait une récidive dans l'année qui suit. Et croyez-moi que si on est un jeune homme et qu'on sort en boîte de nuit et qu'on habite dans des quartiers des fois un peu délicats, se retrouver mêlé à 2 affaires dans une année, quand on a 20 ans, ça arrive. Être au mauvais endroit au mauvais moment. Ça existe. Beaucoup de jeunes hommes dans les Yvelines, entre 15 et 25 ans, se retrouvent souvent au mauvais endroit et au mauvais moment. Ça arrive souvent. Mais alors, il y a quand même un paradoxe qui est intéressant, c'est que on sait très bien que les prisons françaises en général sont quand même assez surpeuplées, etc. Donc, d'une part, on nous dit que voilà, la justice est de plus en plus laxiste par moment, puisqu'on ne peut plus mettre de gens en prison, parce qu'il y a trop de gens, ils sont 3 ou 4 par cellule quand il ne devrait être que 2. Et puis d'autre part, on voit qu'il y a quand même des condamnations assez lourdes pour des concours de circonstances, bien souvent. Non, mais l'idée que notre justice est laxiste est une idée fausse. Oui. On a une justice de plus en plus répressive, on a une des justices les plus répressives d'Europe. Donc il faut arrêter avec ce qu'on entend, c'est vrai, à longueur de soirées sur les télévisions qui nous laissent entendre que tous les voyous sont systématiquement libérés. Ce n'est pas vrai. C'est important de le dire, je pense. Oui, non, moi ça fait 10 ans maintenant que je fais du droit pénal dans les Yvelines et un peu ailleurs, puisque j'ai eu également un cabinet à Paris. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que non, tous les jeunes gens qui sont mêlés malheureusement à des histoires, se retrouvent très souvent en prison et pour des longues peines, parce que la récidive aujourd'hui est très gravement punie et conduit à de la détention ferme assez rapidement.
Donc voilà, ça c'est un lieu commun. Je crois que ça répond à une attente du public et des électeurs. Ouais. Les gens voulaient cette réponse-là, voulaient qu'en France, la réponse pénale soit plus ferme. Et Une réponse à l'insécurité grandissante? Alors, est-ce qu'elle existe réellement, cette insécurité grandissante? Le mot, en tout cas, est beaucoup utilisé. Voilà, elle est beaucoup utilisée. Je pense que chacun aura son avis sur la question. Je pense que ma réponse suggère un peu quel est le mien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, les électeurs ont voté en conséquence et ils ont bien le droit d'obtenir ce qu'ils désirent. Mais maintenant, ils ont obtenu ce qu'ils désirent, c'est-à-dire que par un certain nombre d'arsenals juridiques, on a une réponse pénale très ferme aux infractions, très ferme. Et malheureusement, quelquefois, on n'a pas donné à la justice les moyens financiers de donner une réponse de bonne qualité. Comprenez-moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'une réponse ferme ou une réponse laxiste, ça ne veut pas dire une réponse de bonne qualité. Mettre un innocent en prison, c'est une réponse ferme, mais ce n'est pas une réponse de qualité. Libérer un coupable, eh bien, c'est une réponse peut-être laxiste, mais ce n'est pas une réponse de bonne qualité. Pour ça, il faut comprendre la situation que vivent ces jeunes gens qui sont les substituts du procureur, qui sont de braves et honnêtes travailleurs qui travaillent pour le procureur de la République dans les Yvelines. Tous ces jeunes gens travaillent des heures et des heures, on n'imagine pas, pour répondre à toutes les infractions qui existent dans les Yvelines, et ils sont submergés de travail. Submergés de travail. Si on doublait leurs équipes, ils rendraient une réponse de pénale de meilleure qualité, c'est certain. Vous ne pouvez pas exiger de gens qui travaillent 14-15 heures par jour qu'ils aient la lucidité de répondre de façon parfaitement adéquate, comme dans l'affaire de Steven. Problème d'effectifs. Problème d'effectifs, voilà. Et sur le terrain, pour vous, ça se traduit comment? Vous avez de plus en plus de clients, de plus en plus de travail aussi? On a beaucoup de clients, évidemment. On a beaucoup de gens qui sont en difficulté. On a souvent d'ailleurs des gens qui ont du mal à assumer les coûts de leur défense parce que, eh bien, très vite, ces heures de travail... Quand le justiciable doit pallier à ces déficiences de travail de la police ou du parquet, ça veut dire qu'il va demander, un peu comme aux États-Unis, à un avocat de déconstruire le dossier et donc de travailler en cela. Ça veut dire qu'on privatise un peu la justice. Parce que quelques auditions peut-être de plus dans le cas de Steven auraient permis à ce dossier d'être présenté d'une meilleure façon. Si il doit le faire ça avec un avocat, c'est lui qui va supporter le coût de ce travail. Et donc forcément, ça va lui coûter cher. Mais parce que la justice n'a plus les moyens de cela. Donc elle dit, eh bien, écoutez monsieur, allez voir un avocat. Et cet avocat, il saura dépatouiller ce dossier. Et oui, mais si je ne peux pas me payer un avocat qui va facturer eh bien, le coût d'une PME, hein, c'est difficile. Et ça, je crois que c'est un vrai débat. Avoir les ambitions financières d'une justice de qualité. J'ai été très contente en tout cas de démarrer ce débat avec vous. On a pu soulever des questions de fond et qui sont à mon sens un petit peu trop souvent passées sous le tapis. Oui, parce que c'est des enjeux très électoraux, un peu, et puis on joue un peu avec les peurs des gens, ça on le sait un peu. Mais non, ça n'existe pas, voyons. Mais si, je le confirme. Bah écoutez Maître Fabre, en tout cas merci beaucoup d'être venu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, tout à fait. Bon, vous reviendrez nous voir? Bien volontiers. Bon, super. En tout cas, vous pourrez retrouver cette émission au www.lfm-radio.com. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon vendredi sur LFM. Droit de la famille, droit de l'immobilier ou droit du travail, Juridictionnel, l'émission qui répond à vos questions juridiques sur LFM.